Bonjour et merci d'être là. Nous sommes le mardi 19 juin et en ce mardi 19 juin, nous aurons le plaisir de recevoir à l'occasion justement de l'anniversaire de la naissance d'Issiakhem, ce peintre qui a un petit peu révolutionné l'art algérien à son époque, qui a été parmi les pionniers de l'art moderne algérien. Nous aurons l'occasion de revenir sur son parcours avec une personne qu'il a connue, qui a eu un rapport très privilégié avec l'artiste. Il s'agit de sa cousine, mais également sa filleule, qui est Jamila Qabla. Donc, elle est également coordinatrice du fonds Issiakhem pour toute la famille, ainsi que les collectionneurs qui l'ont connu. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur le parcours de cet artiste, à l'occasion aussi d'une page consacrée par le moteur de recherche Google à cet artiste. C'est dire un petit peu la reconnaissance du chemin parcouru par Issiakhem à son époque. Aujourd'hui, dans notre matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un passionné de moto, un passionné donc de sport mécanique également, qui va un petit peu nous faire part de son expérience, de sa passion et de son amour pour les sports mécaniques. Et j'ai cité en l'occurrence le docteur, j'essaye de retrouver Chachou. Voilà, le docteur Chachou, donc Tahar, qui est aussi président d'honneur du club de moto de Blida. Ce matin, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons aussi l'occasion de retrouver, comme chaque mardi, Nassiba Djaidir, aujourd'hui, qui nous reçoit, une artiste remarquable, en l'occurrence Ratiba Etchafa, qui revient à l'occasion de son actualité. Puis ce matin, nous serons aussi sur un zoom, un gros plan sur cet examen très attendu par les parents un peu plus que leurs enfants. Il s'agit du baccalauréat donc et de la préparation. Nous en parlerons justement ce matin avec deux invités. Fatma Zohra Ben Ali, qui est coach et aussi accompagnatrice en développement personnel. Également Smaïl Merzouk, qui est retraité de l'éducation, qui a énormément travaillé sur ces examens de BEM et aussi de baccalauréat. On va parler un petit peu avec ces personnes qui accompagnent nos élèves et qui commencent à avoir le stress pour la dernière ligne droite. Alors, on va leur donner quelques petits conseils ce matin et puis revenir sur cet examen également. Voilà qui est dit pour la composante de notre matinale. Il nous reste bien sûr l'annonce de Miss Météo, bien sûr. Amel Haribi qui se prépare tout de suite pour vous livrer toutes les nouvelles du ciel ce matin. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour. Bonjour Radia. Un petit chat dans la gorge. D'accord. Habituellement, c'est vous, Amel. Oui, maintenant c'est vous. Eh oui. Eh ben, écoutez, Ouais. moi, le printemps, c'est une saison que j'adore. Je suis née au mois de mai, donc en plein printemps. Ah bah moi également. Mais voilà, le pollen, les oiseaux Les qui allergies, gazouillent un petit peu oui. partout. Plus les allergies, ouais. Ça lâche des petites choses comme Ah ça oui. qui me dérangent. Oui. Mais je fais aller comme Et on qui dit. font picoter et le nez. Et les yeux aussi. Les yeux un petit peu qui de temps en larmoient. temps aussi, voilà. Oui. Mais quand même, c'est une saison très agréable. Oui, exactement. On apprécie énormément Oui, c'est un les journées passage. printanières, il n'y a pas mieux. En tout cas. Exactement. Voilà. Oui. Et que nous dit un petit peu, que nous disent les cartes ce matin? Eh bien, il fera beau. En général, donc on va commencer par le nord. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, durant cette matinée, on aura des passages nuageux, comme vous avez pu le constater si vous êtes dehors, des passages nuageux à l'ouest, au centre, également l'est du pays. Puis le ciel deviendra généralement ensoleillé à l'ouest et au centre, mais peu nuageux à l'est, avec toutefois des foyers orageux isolés qui vont se développer sur les hauts plateaux, ainsi que les Aurès, la moitié sud, excepté un ciel partiellement voilé sur le sud de la Saoura et le sud-ouest. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Au Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Guer Tassili, avec 2 fréquences de sable. Au Sahara central, le sud de la Saoura, l'extrême sud, le Guer Tassili et le Sahara oriental.
Les températures, quant à elles, plutôt agréables, avec toutefois un maximum de 35 degrés du côté de Rolizane, 32 Mascara et Msila, 26 Alger, Annaba, Sétif, 28 degrés à Tizi Ouzou, 29 à Oran, 30 Tlemcen, Al Bayad et Djelfa, 25 à Batna. Au sud, 39 degrés du côté de Bécha, 36 Gardaya, 35 à Biskra, 39 Hassim Saoud, Ouargla, Tamanrasset, Janet, 42 degrés à Ilizi et des températures caniculaires au Sahara central et l'extrême sud, avec toutefois un maximum de 46 degrés du côté d'Insalah, Boj Bedi Mokhtar et Ingzan. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Oslo, Copenhague, également peu nuageux vers Paris, Bordeaux, Marseille, Rome, des nuages pluvieux accompagnés d'orages cette fois-ci à Athènes. Mais le ciel affichera la grande forme avec un beau soleil à Madrid et également Lisbonne. Le mercure affichera 21 degrés à Oslo, le minimum 18 à Helsinki, 22 degrés à Copenhague, 24 à Londres, 28 à Dublin, 26 degrés à Paris, 26 également à Prague, 28 Varsovie, 31 degrés à Bucarest, 28 Athènes, 33 degrés à Rome ainsi qu'à Madrid, le maximum en passant par les 29 degrés à Bordeaux. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Excellente matinée à vous aussi, Amel. Merci également, Radia. J'espère que vous passerez également une bonne journée. Ça va aller. Voilà, puisque le soleil a pointé le bout du nez, donc exactement. Ça peut aller. Ça peut qu'être bien. En tout cas, j'espère que ce sera agréable et Inch'Allah. pour que ce soit encore plus agréable, on va tout de suite découvrir le reportage suivant, signé Nassiba Jaïdir, qui met en valeur son invité du jour. Il s'agit de Ratiba Aïtchafa. C'est au Palais des Rayes qu'elle a installé son matériel de peinture. Ratiba Aïtchafa est en résidence artistique. Sur la terrasse, cet artiste peintre extériorise ses sentiments et états d'âme. Inspirée et motivée, elle laisse libre cours à son imagination. Une imagination créative avec en toile de fond bien des émotions. Des émotions qu'elle nous offre en partage en cette journée bien ensoleillée. On m'a demandé d'être en résidence pour justement exposer à la fin de l'année ici. Et l'opportunité m'a été présentée. Vous voyez, le site est magnifique. Le soleil, les vagues, la mer. C'est un baume au cœur. Donc voilà, je suis là, je travaille, je reçois des amis. Donc je suis bien. Face à la mer, Ratiba se ressource. Crayon et papier en main, elle dessine. Elle s'éloigne de ses toiles un moment pour mieux avancer. À ciel ouvert, elle se laisse guider par ses états d'âme. Le paysage marin l'inspire. Elle ne peut s'empêcher de croquer ce qu'elle a sous les yeux. Il fait bon de se laisser aller à ses rêveries et de se détendre pour mieux reprendre. C'est ma grande passion, c'est ma grande amie. On se parle tout le temps, Naouya, à la peinture. Quand il y a quelque chose de bien, je peins. Quand il y a quelque chose qui m'arrive de mal, je peins. Donc, et j'ai retrouvé des amis artistes qui m'ont encouragée, beaucoup encouragée. Ils aiment ce que je fais. Donc, ça me donne confiance et je continue. Sa résidence artistique lui permet de préparer son exposition. Une exposition qui regroupera une série de tableaux. Des tableaux que Ratiba a peints au fil de son inspiration et de ses coups de cœur. Des thèmes abordés, des techniques utilisées, avec en toile de fond toute une sensibilité en éveil. Là, je suis sur ma thématique métissage.
Métissage de tous les arts, justement. Puisque je suis dedans, j'exploite tous les arts. Et là, ça m'a été inspiré dans le jeu de mots, puisque métissage, je métisse tous les arts, et en même temps, je suis dans le tissage humain, les liens sociaux, tout ce qui relie l'être humain à la vie spirituelle. Donc, je suis dans l'abstraction totale. Je me laisse aller, je ne réfléchis pas, je travaille par inspiration. Par moment, je travaille pas, je regarde la mer, je reviens et ça vient. Entre une création et une autre, une petite pause s'impose. Une pause qui guide ses pas vers le Palais 17. Le palais où expose Mohamed Krour, un artiste prometteur. C'est à Dar Abd el-Latif, en résidence artistique, que Ratiba l'a rencontré. Une rencontre qui s'est traduite par cette exposition. Il est major de promo des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès et il est détenteur du troisième prix Maachi. Je savais qu'il était prolifique, talentueux, donc je n'ai pas raté l'occasion, comme j'ai eu cette opportunité, de le faire exposer. C'est merveilleux que le palais soit si accueillant. Ils viennent nous encourager, ils viennent vouloir exposer. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres, c'est un monde merveilleux qui est le monde artistique. Que de bons souvenirs enracinés dans ce lieu d'art et d'histoire. Un lieu d'art et d'histoire où l'on puise son inspiration et l'on développe ses potentialités créatives. Voilà, ça vous a permis certainement de découvrir le talent de notre artiste d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, on donne tout de suite la parole à Nassiba Jaidir qui va certainement compléter toutes ces infos. Hein. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Saha aidkoum, kul aam wa antum après, et saha aidek aussi. Merci. Même merci. si on se l'est dit en coulisses, c'est vrai que on le le dit en lait, c'est direct. toute une semaine. Bien hein. sûr. Et comment? On peut échanger. Ça va, vous avez vœux passé une bonne fête? Très bien, et vous Nassiba? Très bien. Très Seulement. bien. Alhamdoulilah. J'imagine qu'il y a eu de savoureux gâteaux partagés. Oui, et comment? Et puis beaucoup de visites familiales. Tout à fait. C'est ça l'Aïd. C'est ça, le charme de l'Aïd, il est autour de ça, de ces rencontres. Des rencontres, le partage. Oui, on est pris par la vie et on n'a pas toujours le temps de voir sa famille. Et c'est le jour de l'Aïd, c'est une occasion pour aller retrouver sa famille, rencontrer les membres de sa famille, rendre visite, personnes les plus âgées. C'est ça le rituel. C'est ça le rituel et c'est excellent, il faut le perpétuer. Absolument. Et aujourd'hui, donc j'ai eu plaisir quand même à revoir ces images que vous avez amenées il y a quelque temps du Bastion 23. Bastion 23 au Palais des Raïs. On était allé à la rencontre d'une artiste très dynamique qui est avec nous ce matin. Atiba Itchafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci de m'avoir invité au Sahaïd comme encore une fois. Oui, Laïs Elmek, merci à vous aussi, Sahaïdek. Très prolifique, vous bougez énormément, vous avez été très active au Palais des Raïs, vous étiez en résidence artistique. Oui, j'étais en résidence artistique et en même temps j'étais coordinatrice du fameux projet de l'événement Jnen Zahir qui a justement, duré vous avez été commissaire d'exposition, qui a vu quand même une centaine d'artistes passer. Et après ça, je travaillais sur mathématiques jusqu'au mois de décembre, la date de la clôture de ma résidence. Et puis après, il y a eu l'événement Hunna aussi, où j'avais travaillé avec une bonne panoplie de femmes qui ont exposé au niveau du Bastion 23 aussi. Et puis, je travaillais mathématiques quand on m'a invité pour exposer à l'ESPACO. À l'ESPACO, vous exposez depuis le mois de Ramadan. Et voilà, je suis avec une panoplie d'artistes. On est 8. On a essayé de jouer la parité, 4 hommes et 4 femmes. Vous pouvez les citer? Eh bien, on va commencer par Monsieur Nedjei, Mustafa Nedjei. Il y a Mounia Lazali.
il y a Amar Boras, Kenza Bournen, il y a Amr Lasqi, il y a aussi Kenza Mounia Benamani, moi-même. Et Bourmel. Et Yahya Bourmel. Bourmel. Yahya Je Bourmel. m'excuse, oui. Yahya Qui est venu Bourmel. de Biskra et j'ai vraiment aimé son travail. Je l'ai découvert aussi dans un salon, c'était au mois de décembre, je crois que c'était à Qléa, j'avais découvert son travail, je ne connaissais pas. Et là, c'était quelque chose de grandiose. En fait, il travaille le plein et le vide et c'est merveilleux. Et en plus, on s'est rencontrés au Printemps des Arts. Oui, vous avez exposé au Printemps des Arts. Ça a été une belle expérience pour vous? C'était génial, c'était génial. Alors on s'est rencontrés pouvoir des voir artistes, autant d'artistes à les regrouper à la artistes de fois. toute l'Algérie, le travail des uns et des autres. C'était franchement une semaine des retrouvailles aussi pour certains et certaines. Vous qui bougez énormément, en fait, vous allez à la retrouvailles rencontre. et de trouvailles surtout parce qu'on ne se connaît pas tous en fait. Et là, on découvre que vraiment l'Algérie, il y a plein d'artistes. C'est ce que j'ai jamais essayé d'arrêter de le dire. Hein. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas et ce Printemps des Arts justement nous a permis de connaître les petites perles qui nous viennent du fin fond de notre pays. Et ça, c'est merveilleux. Tout à fait. Ça a été une belle expérience. Ah ouais, même pour moi, ça a été une belle expérience parce que j'ai apprécié. Oui, on avait consacré toute une émission. Oui, deux émissions. Oui, deux rubriques au Printemps des Arts. Ça a été une très belle expérience. Il y a eu des rencontres aussi. Des rencontres, il y a eu des conférences. Il y avait plein de gens qui venaient découvrir justement le travail des artistes. Justement, le grand public, c'est un lieu aussi très beau, le Palais de la Culture. Absolument. Donc, il y a ceux qui viennent découvrir ce palais, il y a ceux qui viennent découvrir les artistes dans ce palais et les artistes qui se découvrent entre eux dans ce palais. Une belle scénographie visuelle qui a été mise en scène. Super. Les Je œuvres remercie étaient tout le groupe justement qui a travaillé sur cette exposition. Je remercie aussi Monsieur le ministre parce que c'était un laps de temps très court et il a fait quelque chose de merveilleux. Une expérience à renouveler. J'espère. Une expérience à renouveler. Et vous voilà à Espaco. On a un avant-goût de cet espace. On voit une image. Un bel espace aussi. Oui, un très bel espace qui est géré par Madame Chérifi. Et le commissaire de cette expo, c'est Monsieur Djaoudet Gessouma. Oui. Donc voilà, il nous a cadrés, il nous a... C'est la première fois que vous vous exposez dans cet espace? Oui. Qui est né il y a 1 an et demi, qui a ouvert ses portes il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Voilà, 2 ans et demi, 3 ans. Non, pas plus, 1 an et demi, 2 ans, pas plus, Ratiba. Je pense. Alors, si vous le dites. En tout déjà, cas, le temps ce soit passe. 1 ou 2, c'est Mais le temps passe vite. Alors, si c'est 3 ans, le temps passe vite. Oui, non, absolument. je ne pense pas autant. Mais bon, cela dit, c'est un très bel espace. Cet espace fait office de galerie. Il y a des ateliers Des ateliers, oui, pour adultes et pour enfants aussi. Il y a un très beau programme pour cet été. D'accord. J'ai vu le programme. Ils font de tout. Ils font du dessin, de la peinture, de la récupération, de la céramique. Un peu de tout. Franchement, c'est un très bel espace. Et puis, même les encadreurs de cet espace sont très ouverts. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Madame Chérifi aussi. Donc, j'invite tout le monde à venir déjà voir l'exposition qui va durer jusqu'au fin juin. D'accord. Et venir découvrir justement cet espace pour qui répond aux enfants, normes, qui répond aux normes, point de vue éclairage, d'autant plus que c'est les espace. vacances et puis les parents travaillent, donc ils avaient l'habitude de mettre leurs enfants à l'école et tout ça, et là ils peuvent gérer ça, les enfants toute la journée, ils sont à l'Espaco, il y a des salles de projection, il y a des salles de lecture, il y a de la musique, il y a un peu de tout, donc franchement j'encourage tout le monde à venir le découvrir. Et quoi de mieux que l'image pour prouver tout cela? Tout à fait. On voit ça en image, si vous permettez. D'accord, ok. Très bien.
C'est une série de ma collection Métissage. Cette série-là s'appelle Entrelacs, où j'ai travaillé le nœud en macro. En fait, dans ma céramique, j'ai voulu parler justement de quoi est fait le tissage. Et le tissage est fait d'un fil. Et là, j'ai travaillé la série de céramique, le fil en lui-même. Ce qui fait que j'ai travaillé la courbe par où commence le fil, le nœud, l'entrelac. Je termine le milieu, c'est la boucle qui s'appelle loupe. Et je termine avec le nœud. L'espace est formidable, l'espace est magnifique. Depuis l'ouverture de l'espace, avec une année et demie comme ça, on assiste à chaque fois à des événements très contemporains et très sérieux, où l'œuvre est mise en valeur, où il y a un très bon accrochage, une très belle lumière, un service impeccable pendant le vernissage. Et cette expo en est encore une fois la preuve. À Espaco, on ose et l'on innove. Vision et réflexion sont en bonne communion. Dans cette dynamique artistique, il y a toute une audace créative. Dans notre installation, Abdrani Chibouch et moi voulions poser une question et je l'ai posée comme une interrogation pour qu'on réfléchisse tous ensemble en fait autour de cette installation. Ce n'est pas quelque chose que je pointe du doigt et que j'impose à la société, mais c'est plutôt une invitation pour une réflexion collective. J'ai été invitée à l'Espaco à exposer et j'ai tout de suite pensé à cette installation parce que le lieu convient, l'espace convient et je pense que j'ai pas raté le moment de le partager avec tout le monde. Dans cet espace, des œuvres d'art avec en toile de fond toute une symbolique en action. On construit et l'on déconstruit dans un univers où chacun se laisse guider par sa ferveur artistique. Un univers où ils avancent, recherchent et explorent. Attentifs à tout ce qui les entoure, ces plasticiens expriment leurs émotions. Des questionnements, des suggestions, dans des œuvres qui révèlent et interpellent. Dans cet espace ouvert aux aventures créatrices, des œuvres mises en scène dans une belle scénographie visuelle. Ça, c'est des œuvres de 2015, imposture. Donc voilà, c'est des... En dehors du cube, le cube qui date de 2009. C'était à l'époque coup de barre, voilà. Donc je l'ai ramené comme une relique un peu pour rompre avec les travaux de 2015, voilà. Moi je découvre aussi l'espace, je trouve vraiment magnifique, qui réunit des expériences différentes. Quand je pense au travail de l'Arbi, de Mustafa Lijay, c'est-à-dire associé aux jeunes, si on veut, comme Kenza, comme Ratiba. Et c'est ça l'intérêt de rencontre, c'est-à-dire de fusionner des expériences, des vécus différents, pour donner toujours une belle histoire d'amitié entre les artistes. Et c'était un reportage signé Nassiba. Nassiba alors. Un espace à découvrir, une exposition à découvrir et à redécouvrir où se côtoient plusieurs générations d'artistes, je dirais. 2 ou 3 générations d'artistes, de jeunes talents, des artistes confirmés, de jeunes talents prometteurs.
On a vu l'installation finalement de Kenza Bournan qu'on salue ce matin. Si elle nous regarde, on lui dit Sahaïd qu'elle était là la semaine dernière pour parler de son installation. Enfin, elle avait exposé à titre collectif à la galerie d'art Yasmine. Et elle avait annoncé justement sa participation à Espaco et elle a fini par trouver un espace pour son mur. Pour son mur. Il est magnifique. Oui, très belle installation. C'est vraiment une installation où l'on ose, on innove. Et puis on s'interroge surtout sur l'humain. Elle a travaillé avec son binôme Chebouch Abdelrahmani, que j'avais exposé, tout à fait, qu'on avait découvert au niveau du Bastion 23 lors de l'événement de Nenzaïr. Oui, je m'en souviens. Vous avez eu à présenter beaucoup d'artistes là-bas. J'ai eu plus d'une centaine d'artistes qui sont passés. Vous étiez très active. Et Chebouch en faisait partie. Tout à fait. Franchement, il devient de plus en plus prolifique et très très connu. Il travaille, c'est un bosseur. Et la grande surprise dans cette exposition, ce sont vos céramiques, Ratiba. Ah oui, non, mais là... Ça vous tenait à cœur. Je vous avais invité il y a l'an dernier et vous en aviez parlé. Vous avez dit, il y a quelque chose que j'ai pas touché encore à quelque chose, c'est la céramique. Et finalement... J'avais peur de cette fameuse céramique, de cette argile... Et j'avais peur, on en avait parlé à l'époque. Et puis à la suite de ce reportage, on m'a invité. On m'a dit, pourquoi avoir peur? Venez essayer. Et là, bon, je me suis mis... Au départ, c'était franchement une petite formation je suis toujours en formation. Maintenant, depuis, c'était le mois de septembre. C'est cette époque-là. Toujours en formation en céramique. Oui, une formation plus technique, plus approfondie. C'est clair. Mais très design, vos objets, très design. En fait, j'ai décidé de ne pas travailler ma céramique dans l'alimentaire pour faire des vases, mais travailler ma céramique dans ma mathématique, qui est le tissage. Oui. Donc, et je me suis retrouvée, franchement, c'est génial. Vous devriez sont très épurées, en tout cas, moi j'ai apprécié. Des modèles à la main. Autant les couleurs que les formes, très épurées. En fait, les couleurs ne sont, c'est pas vain, c'est pas venu comme ça. C'est après une mûre réflexion. Déjà, je voulais sortir de ma zone de confort, qui est la couleur, parce que moi j'adore la couleur. On l'a vu dans vos peintures. Oui, j'adore ça. Et puis l'espace aussi s'y prête aussi pour le monochrome. En plus, en travaillant le tissage, j'ai découvert que le fil en fait partie, c'est la partie prenante du tissage, mais à partir du fil, la symbolique du fil qui est la symbolique du destin, c'est par là que passe le tout. Ce qui fait que j'ai travaillé ma céramique en tant que le début, le milieu et puis la fin du nœud pour travailler le tissage. Donc la première céramique, elle s'appelle Courva, la courbe, la vibration, là-bas, la vibration de la vie, et puis vient la boucle qui est loupe en latin. C'est là où c'est au moment où ça se noue. Ça se noue. Ouais. Et puis le tout dernier, c'est carrément l'audi, le nœud. Et ça se complète, pardon, avec vos œuvres d'art, vos peintures. Avec mes peintures. Avec vos peintures qui sont accrochées juste au-dessus de. J'ai travaillé le pigment dans cette série-là. J'ai travaillé beaucoup le pigment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, que j'ai fait éclater. Et j'ai essayé de travailler d'un seul coup de pinceau, après mûre réflexion, bien sûr. Ça me vient. Voilà, on les voit. Donc ça, c'est carrément le pigment et que j'ai fait éclater. Et ça a bien donné. Ici, j'ai travaillé le nœud borroméen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la psychanalyse, le nœud borroméen qui regroupe justement l'être humain en nœud, et les trois petits points, c'est la symbolique la symbolique, l'imaginaire et le réel. Donc on n'est que ça en fait, on n'est qu'une symbolique, on n'est que de l'imaginaire et on n'est que du réel en fait. Et c'est à partir de là que j'ai travaillé cette série-là. C'est la première fois que vous exposez vos céramiques, c'est une première, là, c'est la première fois. C'est la première fois, j'avais peur. Quels ont été les échos, Ratiba? Ah non, mais franchement, je remercie, d'ailleurs, je profite de l'occasion de remercier Karim Sergoua, c'était lui le premier venu à l'exposition. On se retrouve, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est magnifique, c'est génial, continue. Et là,
Quand c'est Karim qui me dit ça, bon, Oui, le reste... L'atelier c'est bon, soupçon d'art, puisqu'il c'est un grand céramiste, oui, lui aussi, il travaille avec son épouse et tout ça. Mais franchement, tout le monde, Nedjay, il y a Nassib, tout le monde, tous, il y a Hafienne, il y a Monsieur Massen aussi qui est passé, qui m'a vraiment, il m'a encouragée. J'étais vraiment fière, hein, franchement. Et techniquement parlant, donc modelage à la main. Alors, il y a deux techniques, en fait, il y a deux techniques. Les deux premières, c'est en volume. Oui. C'est carrément deux pattes collées avec franchement beaucoup de techniques. La dernière, je l'ai travaillée en une seule. Franchement, c'était du boulot parce qu'il fallait travailler la pâte, il fallait la laisser sécher, il fallait pas qu'elle se déchire. Donc c'est beaucoup de travail. Moi, je suis venue à la céramique en disant bon, c'est facile, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis plus je travaillais, plus je découvrais la difficulté. Mais en même temps, quand on arrive à ce qu'on cherche et à ce qu'on veuille exposer, c'est génial. Et en fait, vous vous retrouvez pleinement. Non, mais je vais continuer. Et j'invite tout le monde à venir faire de la céramique parce que c'est un moment avec soi. On se retrouve avec soi-même, le silence, création, travail. En fait, on dit bien que quand les doigts travaillent, l'esprit médite. Donc, on se retrouve. Moi, je me suis retrouvée avec cette... Tout à fait. Et à côté, vous enseignez, là. Vous avez le temps de vous consacrer à votre passion, votre métier d'enseignante. Vous êtes enseignante en art visuel. Mais en fait, c'est juste une question d'organisation. Oui. Hein. C'est quand on s'organise dans la vie. Mes filles sont grandes, donc j'ai tout le temps de faire ce que je veux. Et l'enseignement, c'est une part de moi-même que je ne peux pas laisser tomber. J'adore le contact avec les enfants. Vous enseignez exactement les arts visuels? Oui, les arts visuels. J'enseigne le français aussi. Et j'ai quelques heures de dessin, le collège aussi. J'enseigne au collège aussi. Donc, c'est une part de moi-même que je ne peux pas laisser tomber. Je ne peux pas. Okay. Alors, cette exposition se déroulera, on rappelle la date En fait, elle avait commencé la deuxième semaine du mois de Carême. Elle devait se terminer cette semaine-ci. Mais avec le succès qu'elle a eu, on a laissé jusqu'à la fin juin. Les gens, Ramadan, la journée, c'était pas évident. Pour permettre aux retardataires comme moi, par exemple, franchement, Et non, il y a eu de très, très, très bons échos. Donc, on l'a laissé visible jusqu'au 26 de ce mois-ci. D'accord, moi j'étais présente parmi vous l'avant-veille de l'Aïd. Oui. Avec mon équipe, Faisal Keshrout. Non, c'était bien, même ça donne une autre allure à l'exposition, je ne sais pas, elle est plus spirituelle, elle est plus... Et surtout qu'on était 8, donc chacun son univers, et on a essayé justement d'amalgamer tous ces univers-là. Alors une exposition à découvrir, jusqu'à quelle date? Normalement 26 juin. 26 juin. Alors, ne boutez pas votre plaisir, allez-y, ça se passe à Espaco, espace d'art contemporain qui se trouve dans une résidence du côté de Draria. Voilà, Draria. Ouais. Merci beaucoup, Nessiba. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, on attendra avec impatience également la prochaine découverte, donc mardi prochain. Inch'Allah. Rendez-vous est pris. Inch'Allah. Oui, c'est bien dit. Inch'Allah, bien sûr. On va continuer de parler d'art, Nessiba, et j'espère que vous aurez aussi l'occasion de suivre ce témoignage tout de suite avec Jamila Qabla qui va revenir sur le parcours exceptionnel de Mohamed Essiar. Auquel on a rendu hommage à plusieurs reprises dans Bonjour d'Algérie. Il y a eu des hommages qui ont été rendus au MAMA, au niveau aussi du Musée national d'art contemporain, pour cet artiste qui a marqué son temps, son époque, un artiste qui a marqué de son empreinte l'art pictural algérien. Absolument. Preuve tout de suite avec le témoignage de Jamila Qabla. Restez avec nous.
Et voilà, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, on va tout de suite revenir sur le parcours exceptionnel d'un artiste qui a marqué son temps. Un artiste qui a un petit peu révolutionné l'art en donnant un petit peu les premiers jalons de l'art moderne en Algérie. Il s'agit de Mohamed Essiakham. Mohamed Essiakham, à qui le moteur de recherche très célèbre Google a consacré complètement une page et aussi un doodle justement à cet artiste, c'est-à-dire un petit peu la reconnaissance universelle de l'apport de Essiakham à l'art algérien. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le privilège de recevoir une personne qui l'a côtoyé de très près. Il s'agit de Jamila Qabla, aujourd'hui coordinatrice du fonds Essiakham pour l'ensemble de la famille, également les amis, les collectionneurs. Bienvenue Jamila. Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. Et puis merci peut-être à Google aussi. Oui, quelque part. Ce qui est un peu triste pour nous. Oui, non voilà, mais... c'était tout à fait impromptu. Pourquoi triste? Pourquoi vous dites triste? C'est triste parce que fallait-il attendre que Google se manifeste de cette manière pour qu'il y ait le sursaut? Ah, donc il y a eu parce que chaque année, il y a un anniversaire de Mohamed Essiakham. Oui. Chaque année, et c'est le seul moment où nous intervenons avec une biographie, un portrait de Mohamed, une petite phrase ou une citation relative à la vie de Mohamed. Et ça n'a jamais fait, et il y a rarement eu d'impact le jour même. Nous sommes presque le 20 juin. Et on en parle décédé. Encore. Voilà. Il est né le 17. Mais c'est bien, voilà, mieux vaut tard que jamais. Oui. En fait, pardonnez mon étonnement quand vous disiez triste, c'est parce que, en fait, grâce à vous et grâce à un nombre d'artistes qui vous accompagnent également et qui sont un petit peu respectueux de l'apport de Essiakham pour l'art algérien, donc grâce à vous déjà, on découvre. Et on redécouvre les œuvres de cet artiste depuis pas mal d'années grâce à tout un cheminement, toute une démarche qui vise à valoriser ses œuvres. Absolument. Écoutez, nous avons pris en main en tant que famille. Oui. Parce que, et je me rappelle très bien, Ladia, vous y étiez, cette première fois, c'était en 2005 au Musée des Beaux-Arts. Tout à fait. Où nous avons donc décidé de prendre en main le travail de Essiakham parce que, depuis son décès, c'est-à-dire le 1er décembre 1985, il n'y avait rien eu de concret. Et donc nous avons entamé ce travail de non pas valoriser son travail, mais mettre à la disposition des jeunes artistes et du public algérien le combat d'un homme qui n'a pas été respecté. Oui. Je pense que c'est le mot, c'est le respect. Le respect de ce combat, le respect de cette vie terrible parfois, mais intense. Et c'est un combat qu'il a mené pour les artistes, avec les artistes, pour l'Algérie et rien que pour l'Algérie. C'est pour ça que je vous dis ce matin, Google est intervenu, il est intervenu et Google, il peut vous enlever des amis, il peut vous les rajouter, il peut accepter vos remontrances lorsque vous écrivez sur les réseaux sociaux, mais la seule chose que Google ne fera pas, c'est vous pistonner. Voilà, donc s'il y est, c'est parce qu'il a mérité cet espace justement consacré à sa vie et pendant une journée, les utilisateurs et adeptes de ce moteur de recherche ont pu découvrir cette personnalité exceptionnelle. Avec vous, on va voir un regard assez spécial puisque vous l'avez côtoyé de très près, vous êtes sa filleule en fait. Vous savez, je suis sa filleule, je ne le dirai jamais assez parce que lorsqu'on voit le parcours de Mohamed, en fait depuis l'âge de 13-14 ans, je l'ai intensément côtoyé. Si vous voulez, j'étais à côté de lui. Donc, sa vie privée, sa vie intime, sa vie artistique, sa vie avec ses amis, eh bien, j'y étais à chaque fois. Très bien. À chaque fois, j'étais là. Peut-être pas de façon prolongée, mais j'étais quand même là. C'est pour ça que ce travail est important pour moi, parce que c'est un devoir. Oui. Et c'est un devoir de réappropriation de l'histoire par les Algériens et par les artistes. Très bien. Vous avez tenu aussi à rédiger une biographie assez exhaustive, complète, détaillée de l'artiste. Vous l'avez communiqué au public cette année également, ce qui est intéressant, donc, parce qu'il y a quelque part un respect, une authenticité par rapport aux événements vécus par cet artiste. Tout à fait. Et une biographie sur Essiakham n'est jamais complète.
le terme qui pourrait éventuellement lui ressembler, c'est c'est explosion. Je ne parle pas de l'explosion en elle-même, mais de cette explosion perpétuelle qui se déroule à chaque fois que vous voulez travailler sur Issiakham. Et honnêtement, même quand nous avons entamé des travaux avec la famille, avec les amis artistes et qui sont de plus en plus nombreux à adhérer à notre projet, je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu rassembler presque 100 œuvres d'artistes qui ont voulu donner à Issiakham. Donc, l'idéal pour nous, et c'est peut-être un appel que je vais faire rapidement, c'est que vraiment ces œuvres puissent être un jour exposées à vie aux côtés de l'œuvre magistrale qui est celle d'Issiakham. Et là, ça, c'est vraiment le souhait. Oui, là, on voit regardez. Sur ces images, on vient de le voir en qualité de chef d'atelier de peinture. C'était à Alger, puis il l'a fait également à Oran. Donc l'école des Beaux-Arts avait reçu Issiakham dès l'indépendance. C'est son premier autoportrait ici. Oui. Effectivement, lorsqu'il était chef d'atelier, et le terme adéquat, c'était lorsque Kateb Yassine disait de lui, il pouvait même enseigner l'art à un âne. tellement il était virulent pédagogue, et que voilà, patient avec ses élèves. Voilà. Il a fait tellement de choses. Ses élèves qu'il associait d'ailleurs dans les projets artistiques. Par exemple, le musée de l'armée. Quand il avait intégré le musée de l'armée, il avait associé l'ensemble de ses élèves. Pratiquement tous. Voilà, pratiquement tous. Ils étaient tous là. Et peut-être les travaux les plus virulents et les plus expressifs de l'œuvre d'Issiakham au niveau de ce travail artistique du musée de l'armée, eh ben je demanderai simplement au public d'aller faire un saut et d'aller voir les travaux de Abdelwahab Mokrani. Et quand je parle de Issiakham, je ne peux pas ne pas associer Wahab. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres artistes. Il était présent lors de cette belle exposition qui avait été organisée au musée des Beaux-Arts. Il avait témoigné aussi au micro de Canal Algérie. Et il était aussi, et nous avons tenu aussi avec un parent à nous, Kamal Yahyaoui, qui est partie prenante aussi de ce projet grandiose autour d'Issiakham en Kabylie en 2008. Et ben Wahab, ce fut sa dernière sortie, je pense, avec tous les artistes. Donc paix en leur âme à tous les deux, parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de choses. Et puis le Mama aussi organise une exposition, et je pense qu'il y a aussi des travaux de Wahab Mokrani. Très bien, excellent. Qu'on pourra peut-être filmer également dans la rubrique Mosaïque prochainement. Donc là, on reste quand même sur le parcours d'Issiakham. Vous venez de citer cette exposition en Kabylie, cette exposition en 2008. Voilà, en 2008. C'était très intéressant et c'était très important par rapport au parcours de cet artiste qui est né dans cette région. Alors, nous avons choisi la Kabylie. En fait, c'est avec Yahyaoui, mais vraiment avec Kamal Yahyaoui, qui est un artiste hors pair aussi, et un grand poète et un membre de la famille très, très proche. Hein, donc, même s'il porte le nom de Yahyaoui, sa famille proche, ce sont des Issiakham. Donc, on est vraiment partie intégrante de cela. Et nous avons choisi la Kabylie parce que, justement, il fallait... Par rapport au parcours de Issiakham, il ne fallait pas faire de fausses notes. Il fallait absolument suivre un itinéraire cohérent de la vie de cet artiste. Donc, il n'était pas question d'aller ailleurs. Il fallait déjà commencer par les prémices, c'est-à-dire la Kabylie. Et la Kabylie, tout simplement parce qu'il y avait la maison, il y avait la famille, il y avait le village. Et ça a été un jet extraordinaire. Je ne vous dis pas la symbiose qu'il y avait ce jour-là et l'émotion qui s'était dégagée au niveau de cet événement par les artistes et par le public fort nombreux qui étaient venus alors que nous n'avions même pas fait d'invitation officielle. Oui, mais il fallait vraiment simplement dire et citer le nom d'Issiakham. C'était un retour aux sources et je vous assure que c'était un retour aux sources, non pas pour nous, mais pour toute l'Algérie, parce que les gens étaient venus d'Oran, de Mostaganem, de Relizane, de Azazga, de Khenchela, c'était euphorique. C'était... En citant justement ce retour aux sources, moi j'ai envie de dire qu'il y avait une source d'inspiration qui a aussi accompagné cet artiste. On vient de le voir d'ailleurs, il s'agit de Kateb Yassine. Nombre d'intellectuels ont accompagné Issiakham. Il était souvent accompagné des intellectuels de cette époque un peu exceptionnelle. Et puis bien sûr, son acolyte et son compagnon de parcours, c'était Kateb Yassine qu'on vient de voir à l'image. Alors,
Peut-on parler de ces deux? Pas des jumeaux. En tout cas, c'était des jumeaux. En tout cas, la peinture a illustré cette fusion. Absolument. Non seulement elle l'a illustré, elle l'a illustré de visu, puisque le livre Nejma avait été illustré par Issiakham en 1969. C'est un livre absolument fabuleux. Je ne pense pas qu'il puisse encore être sur les étals au jour d'aujourd'hui. Ça aurait été bien d'ailleurs. Il avait été édité dans une édition étrangère, je pense à l'époque Martin Zard, en 1969. Et là, on voit déjà ce rapport fusionnel qu'ils avaient tous les deux. Et j'en profite juste pour faire un petit coucou à la sœur de Kateb ce matin, pour faire un petit coucou à Fadela, pour lui dire que je pense à elle et que le travail et le combat continuent. Oui, voilà. En tout et cas, Kateb Yassine, c'est... En tout cas, là, vous avez cité l'œuvre de Nejma. Il y a eu d'autres œuvres aussi où l'on voit clairement les textes fusionnés avec, bien Absolument. sûr, vous avez la poésie de Jamal Amrani, vous avez Ismail Aïd Jafar qui a écrit sur Mohammed, vous avez tous les grands poètes qui ont fait au moins un poème sur Mohammed. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nous appartient à nous en tant que famille. Nous sommes là juste pour réguler, si vous voulez, mais la porte est ouverte pour tous ceux qui se revendiquent de ce combat, parce que c'est vraiment le combat de l'Algérie. C'est important de dire qu'il faut se réapproprier notre histoire, avec tous. Tous, nous sommes tous ensemble dans le même combat. Et là aussi, notre ministère m'a formellement soutenu dernièrement lorsque je suis allée voir notre ministre Azdine Mehoubi, en lui proposant donc la continuité de ce travail que nous avons entamé en Kabylie en 2008 et aussi à Rolizane en 2015, qui a eu aussi un impact majeur, parce que c'est la vie de Mohammed aussi à Rolizane. Donc nous sommes de toutes les régions d'Algérie. On n'est pas. Il disait toujours je suis un Algérien. Il vous dira jamais je suis Kabyle ou je suis Oranais, alors qu'il a vécu dans toutes ces villes. Et donc la prochaine ville, Inch'Allah, j'espère que c'est une ville qui va aussi rassembler nos artistes, parce que c'est ça. Il partageait cette vision avec Kateb Yassine. Absolument. Rappelons-le, il y avait une première rencontre en 51. Puis ils se sont retrouvés à Paris. Ils se sont jamais quittés. Et ils se sont plus jamais quittés. Et j'associerai aussi à cette période-là, donc dans ce trio premier, ne pas oublier Ali Zarmoum. Oui, Ali Zarmoum, Allah yarhamou également, était de la partie. Il y en a eu d'autres aussi, mais voilà, donc ces trois, je pense qu'ils portaient en eux déjà les prémices. Les graines de l'art moderne algérien. Tout à fait. En fait, voilà, c'est dire pourquoi j'insiste beaucoup sur l'amitié entre Kateb Yassine et Issiakham, c'est pour nous permettre de parler de son apport dans le cinéma, le théâtre. Et c'est un petit peu, c'est-à-dire que ce sont des passions partagées. Parce qu'il a eu aussi à dessiner des décors au cours de son parcours pour le cinéma, autant que l'avait fait son ami, donc son acolyte Kateb Yassine pour le théâtre. Et voilà, ce sont aussi des faits que beaucoup de gens ignorent. Alors tout le monde disait oui, il avait les faveurs de certaines personnalités. Mais non, c'est que tout simplement, il était, je pense, celui qui était capable de faire les choses à ce moment-là. Il était peut-être le meilleur. Voilà, c'est tout. Et s'il a signé les décors de cinéma, c'est qu'il avait un regard aussi perspicace. N'oublions pas que Kateb Yassine lui avait donné le surnom de œil de lynx, ce n'est pas pour rien. C'était un grand visionnaire. C'était vraiment un grand visionnaire, Issiakham. Et on n'a pas encore tout dit sur Issiakham. Nous y allons petit à petit. Par rapport au cinéma, j'espère qu'un jour, nous allons... voilà, regardez-le ici. Dieu... Et là, il luttait contre la mort, littéralement. C'était à Baïnem, dans la maison de Baïnem. Il luttait contre la mort. Et il est resté... Et tous ses amis autour de lui. Une belle table dressée comme ça. Et regardez la façon de vivre. Il a toujours vécu de la manière la plus simple qui soit. C'est une meïda, c'est pas une table Louis XIV ou Louis XV qu'il a mis dans son salon. La chéchia, la tenue lui rappelant sa berbérité et son algérianité, et surtout ses propos légendaires qui sont c'est des propos visionnaires, puisque alors, et je reviendrai aussi sur une petite phrase. Et regardez donc Khadija qu'il avait mis en avant ce jour-là, son bureau
bournous qui rappelle donc l'Algérie. Le bournous est porté aussi bien par l'Orésien que le Kabyle, voilà, c'est vraiment tout. Dans toutes les régions. Il n'y a rien de fortuit avec Issiakham. Tout est lié. Même la chanson qui va passer à Yahoud, Aït Mgellat. Même, regardez, ses amis, il les a choisis. Katib Yassine, Ali Zamoum, ils sont là. Ils sont là dans la maison de Baïnem. Le Bendir, qui rappelle vraiment cette algérianité multiple. Il ne faut pas cantonner. Issiakham, il a toujours refusé d'être cantonné. Issiakham, c'est un tout. Il faut le prendre comme un tout et il faut travailler comme un tout. Il ne nous appartient ni à nous, ni à un tel, ni à un tel. Et vraiment, le jour où on aura compris cela, eh bien, nous ferons beaucoup de choses ensemble. Et nous allons justement dans cette logique. Et par rapport aux phrases légendaires de Mohamed, justement, une phrase légendaire qui même, à un moment donné, a été détournée. Et donc, je veux remettre les pendules à l'heure. Un pays sans artiste est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants est une phrase légendaire que Mohamed a sortie le jour où il a fait ce film. Nous avons vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui a circulé, autorisée et faite par des institutions nationales où cette phrase a été détournée au profit d'un autre artiste. Et on dit, voilà, là, à ce niveau, la famille dit, basta. Occasion, justement, est donnée ce matin pour rendre à César ce qui lui appartient. Donc, tout à fait, merci. Il était également dessinateur de presse. Et en fait, voilà. C'est-à-dire qu'aucun support ne lui était étranger. Absolument. Il est passé par la sculpture, la peinture, le dessin. Tout était à sa portée et il n'a pas lésiné sur l'effort pour justement donner à l'art algérien ses lettres de noblesse. S'il vous plaît, Radia, c'est juste pour mentionner que pour en revenir au dessin de presse et à la caricature. Vous savez que au sortir de la guerre, brièvement, sortir de la guerre, lorsque on voyait les œuvres de Mohamed, peu de gens comprenaient. Le public n'était pas à même de comprendre cette virulence, cette œuvre extrêmement pénible déjà à voir, parce qu'elle était tout simplement le vécu des Algériens. Et à un moment donné, il s'est posé la question, parce que c'était quelqu'un d'honnête. Il disait toujours, il faut marcher avec le peuple, il ne faut pas lui mentir, il ne faut pas lui proposer quelque chose qu'il ne va pas comprendre, et il ne faut pas lui proposer quelque chose en deçà de ce qu'il peut comprendre. Donc, à un moment donné, il s'est dit, puisque mon œuvre n'est pas comprise, je vais me mettre au niveau de tous les Algériens, du commun des Algériens, pour pouvoir lui faire comprendre ce que je veux dire. Et c'est là où il va commencer à faire le dessin de presse et la caricature. Donc c'était vraiment au profit des Algériens. Oui. Voilà, vraiment le temps imparti à cette séquence touche à sa fin. Mais il faudrait quand même revenir, Djamila Qabla. Je voulais juste finir avec un petit mot. Votre rêve de toujours, c'est d'avoir un musée consacré à cet artiste. Le musée, mais il nous faut absolument un musée. Alors pour deux raisons. La première est Issiakham étant un vecteur majeur. La preuve en est, nous avons remarqué que beaucoup d'artistes voulaient s'associer. Et ce musée, je ne dis pas c'est pour mettre les œuvres d'Issiakham, c'est pour mettre l'art algérien. Parce que vous savez que lorsque nous avons commencé ce travail, nous n'avions pas d'œuvres d'Issiakham. Donc ce sont des artistes qui nous ont donné leurs œuvres. Donc un grand merci. Et je voudrais aussi saluer tous les artistes qui sont de l'autre côté, parce qu'on ne pense pas souvent à eux. Et alors qu'ils sont partie prenante, ils réfléchissent à ce qu'il faut faire pour l'Algérie. Ils sont toujours là. Ils aimeraient venir un peu plus souvent. Et nos artistes d'ici aussi, il faudrait qu'il y ait cette communauté ensemble. Donc un musée, non pas pour Issiakham, mais autour d'Issiakham, avec les œuvres de tous les artistes algériens. Très bien, on l'espère en tout cas, on espère que ce projet se concrétisera. On attendra avec impatience avec vous. Djamila Qabla, passez une excellente journée. Merci à vous. Et à très bientôt. Je vous remercie. À très bientôt. Merci à vous. Mesdames et messieurs, notre émission se poursuit. Tout de suite, on va parler d'une autre passion. La passion pour la moto et les sports mécaniques. Mais avant, plantons un peu le décor avec ce reportage signé donc Faria El Hamdi qui s'est déplacé à Médéa à l'occasion d'un rallye de régularité. À tout de suite. Il s'agit d'un rallye de régularité sur 137 km reliant Médéa à la commune de Oulad Antar. Et c'est parti pour la première édition du cross-country motor cross en Algérie. Rallye Tagensa, sous le slogan « Vivons ensemble en paix, échange, citoyenneté »,
ensemble contre la violence. Il s'agit d'un rallye de régularité sur 137 km reliant Médéa à la commune de Oulad Antar. Il est 9h du matin. Les amoureux de la vitesse et de la moto n'ont pas raté cette occasion. L'organisateur a annoncé la participation de 38 motards de 6 wilayas. Cette édition de Rallye Tegensa est venue pour l'initiative de la région et le mouvement associatif pour créer de l'aspect de tourisme et l'investissement pour cette région. Le rallye s'est déroulé sur 137 km 950. Il y avait une neutralisation d'1h30 à Derreg et l'arrivée finale à Oulad Antar. Bon, le déroulement de la compétition, ça s'est très bien déroulé, alhamdoulilah. Tous les motards, ils sont rentrés sains et saufs. Le site a été très agréable. Là, en ce moment, je suis en train de faire les calculs pour la première, deuxième, pour le classement. Ce premier événement de son genre en Algérie est organisé sous l'égide de la Fédération algérienne des sports mécaniques et le club Race Team de Médéa, en collaboration avec la commune de Derreg et de Oulad Antar. C'est une histoire, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, on a la passion à la moto. Donc, c'était le scooter, etc. Et par la suite, une moto de plus grosse cylindrée. Et on a l'occasion, bien sûr, d'avoir notre fédération algérienne des sports mécaniques. On s'est enrôlé avec le club Union sportive des sports mécaniques de Bouzderdéa. Et on a maintenant plusieurs participations, les rallyes, que ce soit rallye de régularité et même le rallye international Sahari Challenge. Le départ était bien organisé. بالحضور تاع السلطه الولايه تاع عنديه الديبار كان ما شاء الله بارا سيكوريتي الطريق سيكوريزي لو طون راك تشوفي جو ربيع راك تشوفي جو ربيع والورد ورانا ودرنا اسمه الباركور من منديه حتى الدراق هذه طريق ما شاء الله. Le parcours était élaboré pour que la diversité des lieux traversés permettent aux participants de découvrir le beau paysage de cette belle région du Tétri. Cette compétition, qui s'est basée sur la technique et l'endurance à la fois, s'est déroulée sur un tracé de 5 km dans la région de Oulad Antar. La journée, il y a deux compétitions. La première demi-journée, c'était le rallye de régularité. C'était la course avec le temps. Où là, on fait un enduro country. Sur une distance de 5 km, on va faire 2 tours. Et il y a 4 CP et en même temps, c'est une course contre la montre. On a tous une passion qui illumine notre quotidien. Certains en font leur métier, ou d'autres la vivent comme un loisir. Chez les Djaïb, la moto est une passion de famille. Avec une telle famille, difficile de ne pas faire de moto. Papa علمني terrain motocross ou maman des سباق. Madame Djaïb, c'est une ancienne pilote sport mécanique. Je fais les circuits de vitesse. J'ai participé aux courses de côte. J'ai commencé en 2002 et j'avais pas mes enfants. J'étais enceinte. J'ai fait une sortie de route course de côte en 2003. Mon fils, il va courir normalement, Inch'Allah, Lyon. Aujourd'hui, je sollicite mes enfants et mon mari, tout le monde, pour les encourager la course Médéa. Grâce au sport mécanique que j'ai visité tout le territoire algérien, soit le sud, l'est, le nord, j'ai fait presque les 48 wilayas. C'est-à-dire c'est un beau pays. Les gagnants de toutes les catégories ont reçu des trophées.
Un beau projet ambitieux qui souhaite devenir en peu de temps un incontournable dans le monde. Voilà, c'était là un reportage signé Fali El Hamdi. Rappelons que ce rallye s'est déroulé bien sûr juste avant le mois de Ramadan. Voilà, et ce circuit, ce parcours qu'on vient de découvrir n'a pas de secret pour nos invités ici présents sur le plateau. Et j'ai cité en l'occurrence Jamal Boudjardi. J'aurais dû commencer quand même par votre aîné. Hein. Mais bienvenue Jamal. Lui, comme on a discuté un petit peu off the record comme on dit, donc ça y est, c'est bon, il fait partie de la famille. Bienvenue. Vous êtes le secrétaire général du club de moto de Blida. Et puis, monsieur Taha Chachou, ici présent, le docteur Taha Chachou en l'occurrence, et président d'honneur du même club. Bienvenue. Bonjour et sahaïdkoum. Allah yselmek, sahaïdkoum à tous les deux et à tous ceux qui sont autour de vous, bien sûr, votre famille et tous ceux que vous aimez. Et puis, bien sûr, les passionnés de moto. En priorité. Aujourd'hui, c'est un petit peu le propos. À tous les motards, coucou. Et bonne continuation pour cette passion. Cette passion, bien sûr, n'est pas, comment dire, n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Les passionnés de moto ne sont pas très nombreux quand même dans notre pays parce qu'il y a un regain d'intérêt pour la pratique du sport mécanique, mais aussi par l'usage des deux roues. Chez nous, les Algériens se remettent à utiliser les deux roues de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Voilà. Vous confirmez ? Tout à fait, à cause des encombrements, à cause des vicissitudes de la vie moderne. Oui. Donc, vous savez, on va de plus en plus vite et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, les encombrements vont à contre-courant. Donc, le parc automobile est saturé, le réseau étant restreint. Donc, c'est une excellente alternative d'utiliser le deux roues pour se déplacer, pour faire vaquer à ses affaires, pour régler ses problèmes au quotidien. Pour dépasser la congestion dans les villes, effectivement. Et en plus de ça, c'est que l'opportunité qu'offre l'Algérie, c'est un pays de moto. On peut faire facilement 300 jours de moto en Algérie, le temps s'y prête. Et tout cela, et puis c'est tellement agréable de parcourir les paysages de notre pays sur c'est l'autre aspect, c'est aller à la découverte des régions d'Algérie profonde en moto. C'est un cavalier motorisé. C'est bon de sentir l'air comme ça contre soi. L'air, les senteurs, chacun traverse les hameaux, on sent le café, on sent les senteurs, le fumier des prés, on sent... Donc, ça titille les narines, c'est tout. Donc, c'est des pulsions, c'est une sensation de liberté, une sensation de liberté. Est-ce que c'est le même élan de liberté qui vous a poussé, Jamal Boudjardi, à pratiquer justement cette passion ? Bien sûr, oui. Surtout, c'est une passion, la moto, comme d'autres passions. Il y a plusieurs personnes, d'ailleurs notre club comprend une trentaine de personnes passionnées par la moto. Donc voilà. Mais vous, à quel âge vous avez commencé à utiliser les deux roues ? Bon, il y a longtemps que j'ai utilisé, on va dire à 12 ans. 12 ans, voilà. 12 ans, oui. C'était des petites cylindrées, et puis petit à petit, on a goûté un petit peu à cette passion. Et maintenant, c'est devenu vraiment une passion qu'on ne peut pas laisser. Voilà, Et qui vous a donné le goût ? Qui vous a donné un petit peu envie ? Surtout c'est le cinéma, la Non, télé, c'est surtout la ville de Blida. À chaque fois, on a l'occasion d'essayer des motos, etc. Donc, c'est par ça, c'est l'occasion, c'est l'opportunité qu'on a. C'est un terrain plat. Voilà, elle est connue par son terrain plat. Donc, On vient de citer Blida. Blida a une tradition en termes de... Oui, parfaitement. Blida, c'est une pépinière de motards. Ouais. La géographie de la ville s'y prête. L'ivresse des virages enlacés pour monter à Shreya s'y prête. Donc, la Mitidja, c'est plat. Et il y a une tradition séculaire, une tradition. Blida étant une pépinière, vraiment, c'est le... En tout cas, Blida a été un petit peu à l'origine des retrouvailles avec votre passion, parce que vous avez un petit peu laissé votre passion quelques années, vous me disiez, et vous avez repris grâce à cette ville. Oui, moi,
Moi, c'est héréditaire. C'est génétique, c'est dans les gènes. C'était dans le ventre de votre maman. Ah oui, moi, c'est in utero. Moi, je percevais les pétarades de la moto de mon père, que Dieu ait son âme, là, mon père, qui était déjà champion en 1952. Oh. Je n'étais pas encore né. Donc, il y a cette passion. Et à l'époque, nos aînés, ils avaient pour habitude de prendre leurs épouses sur leur moto, de se déplacer. Donc, paraît-il que ma maman montait avec mon père en moto dans les années 50. Oui. Et il avait aussi, bon, après, quand il avait un peu plus d'argent, il avait acheté un sidecar. Oui. Un sidecar, donc ils allaient rendre visite à ma grand-mère à Notre-Dame d'Afrique. Ils allaient en sidecar. Et moi, j'étais bébé dans le sidecar. Alors, mon père conduisait. Oui. Donc c'est génétique. Nous sommes 4 frères, donc nous sommes 6 frères. Sur les 6 frères, il y a 3 motards, et 3 qui ne sont pas motards. C'est génétique, 50-50. Voilà. Oui. En tout cas, voilà, il y a une parité et c'est excellent. On va découvrir ensemble un autre passionné donc, de sport mécanique et de moto. Il est d'origine belge, il vit en Algérie et il a été rencontré par Yazid Ait Mahiddine. Voilà, écoutons-le au micro de notre reporter, donc tout de suite dans ce reportage. Au cœur de la capitale, face à la Mare Nostrum, Alain Dumont, un passionné belge de la moto, reprend sa grosse cylindrée et entame sa promenade algéroise. Tout ça a commencé environ il y a 4 ans. Moi j'ai toujours aimé la moto, j'ai roulé en moto, ça fait maintenant presque 40 ans que je roule en moto. J'apprécie beaucoup les paysages qu'on peut voir à partir des hauteurs d'Alger. Pour moi, ça fait partie aussi du contact avec le pays. C'est d'aller voir, ça m'a toujours intéressé, c'est d'aller voir l'arrière-pays, c'est d'aller voir les petites bourgades. Et c'est là où on a des contacts parfois beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus intéressants. C'est ici que Monsieur Bricoleur monte et démonte des motos des années 80. On applique les dernières vérifications et voilà que la BMW retrouve sa seconde jeunesse. J'en suis maintenant à ma 3e BMW complètement démontée et puis restaurée. Et j'ai trouvé que ces vieilles motos qui ont rendu tellement de bons services à la nation, elles méritent autre chose que la casse, autre chose que la rouille. Et donc elles ont la capacité d'encore rendre des gens heureux pour de nombreuses années. Pour ça, il faut leur redonner une deuxième jeunesse. C'est un petit peu ce qui m'a vraiment poussé pendant ces 4 ans de restauration de moto. Alain Dumont, un pilote modèle, plaide pour une conduite sécurisante, respectant les usagers de la route. C'est ma conviction, tout en étant très respectueux de ce qui l'entoure. C'est-à-dire éviter évidemment de faire trop de bruit, de nuisances, éviter de fâcher les autres usagers de la route en les bypassant, en faisant des queues de poisson. C'est en étant respectueux des autres qu'on reçoit également le respect, qui est important pour notre sécurité en tant que motard. La participation que j'ai eue à la fête de la moto à Riyad El Feth fin avril 2018, c'était pour moi l'occasion, premièrement, de montrer ce qui est possible de faire avec des anciens modèles, évidemment sans ménager sa sueur, mais aussi de lancer un petit message relatif à la récupération. Donc il y a beaucoup de gaspillage dans ce monde. Notre motocycle boy, gratifié de tous les honneurs à Riyad El Feth, continue son bonhomme de chemin avec une ardente passion pour les 2 roues. Nos invités sont passionnés aussi de moto et l'un d'eux, donc en l'occurrence le docteur Taha Chachou, a connu quelqu'un passionné, dont votre père vous a précédé à ce sport, et quand vous voyez ce passionné démonter ses motos, ça vous rappelle certainement le papa, lui qui était mécanicien en même temps. Oui, ça me fait... ça me touche parce que là je revois cette passion paternelle à partir du vieux faire du neuf et redonner vie, une seconde vie à des tacos. Et ça c'est... Ouais.
c'est quelque chose, ça prolonge un petit peu la passion au-delà de certaines limites. Et vous, votre père était quelque part contre, vous me disiez de... Oui, il fallait faire un choix. contre un petit peu le risque que quand j'étais adolescent, j'avais à son insu, m'étais inscrit à son insu et que c'était interdit. J'ai 2 rallyes que j'avais... Heureusement ou malheureusement, heureusement pour moi gagné, mais pour mon père malheureusement parce que j'ai écopé d'une suspension de moto pendant 1 année. À l'issue de cette année. Vous aviez quel âge, rappelez-vous? Je devais avoir 16 ans. 16 ans, tout jeune, tout jeune. Déjà et donc 2 rallyes de régularité consécutifs avec un vieux taco. Oui. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait le cheminement vers la médecine avant de reprendre votre passion? Non, c'était le conseil de votre père. Oui, parce que c'était sur le conseil de mon père. Il fallait choisir entre la moto ou l'atelier. Donc il me dit, moi, je préfère que tu fasses des études. Tu seras ma fierté. Donc, et finalement, cette suspension m'a permis de réfléchir. Et donc, j'ai suivi les conseils paternels. Et je le remercie, c'est grâce à lui, je lui dois tout, c'est grâce à lui. Et après, donc, j'ai repris la moto plus tard. Excellent. Donc, vous êtes aux côtés de Jamel Boujardi ici présent, donc dans ce club de Blida, qui regroupe énormément de passionnés de moto également, et aussi une belle petite pépinière qui s'annonce. Bien sûr. Nous, le club, l'activité principale du club, c'est surtout le mototourisme. On fait du mototourisme et de la prévention routière, c'est-à-dire du motocivisme. Donc on fait des journées de prévention routière. On a fait une journée à Blida, on compte faire d'autres journées à Adjé pour sensibiliser les motards. Donc, les sensibiliser par rapport à quoi, les motards? Par rapport à la sécurité et le risque d'utilisation de la moto, parce qu'un motard est toujours, il est toujours, on peut dire que sans protection, un motard risque est en danger. Voilà, est en danger. S'il ne maîtrise pas sa machine. Donc, on a vu aussi à Blida qu'il y a un nombre important d'accidents de moto dernièrement. Donc, on a essayé de faire des opérations de sensibilisation. Et là, donc, il est nécessaire, on voit toujours un accroissement des accidents, etc. Il y a 12% d'accidents qui sont générés justement par l'usage, par les motards. Donc c'est ça, donc notre but en tant qu'association, c'est de la sensibilisation des jeunes. Et d'endiguer les mauvais comportements. Voilà. C'est ça, c'est redorer le blason un petit peu de la pratique de cette discipline. La moto-citoyenneté, d'abord. Au respect du code de la route, c'est surtout ça. Et tout à l'heure, justement, dans le reportage, on voyait, il y a une éthique. Il y a un respect qui est justement de vigueur entre motards, entre conducteurs de véhicules et motards, et qu'il faut quand même respecter. Il faut développer ça aussi, parce qu'il y a des fois des véhicules qui ne respectent pas les motards et vice-versa. Donc il faut développer cette confiance, ce respect entre les deux, pour l'utilisation de la route, pour la sécurité surtout. Excellent. Donc j'imagine que vous vous préparez, vous vous entraînez pour les prochaines compétitions au sein du club. On ne peut pas parler de compétition parce que la thématique générale du club, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas l'aspect sportif. Parce que l'aspect sportif, c'est... Nous, c'est surtout... Il y a 3 axes, des axes directeurs. C'est d'abord faire changer l'opinion des gens, l'opinion publique. C'est un motard citoyen, respectueux des lois de la République, respectueux de l'environnement, respectueux d'autrui, des autres usagers de la route. Ça, c'est... Et bannir l'image du motard voyou. Oui, tout à fait. Parce que dans la symbolique des gens, ils pensent que le motard, c'est un voyou. Non, c'est un citoyen. Dans notre club, il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'entreprise, à l'instar de notre ami, il y a une start-up dans des conseillers de ministère, des médecins, des architectes, des comptables, des ouvriers, des journaliers. Il n'y a pas de distinction d'âge. Il faut dire que la moto est un outil très pratique dans la vie moderne. Et merci de le respecter, merci d'aimer, et merci de nous permettre de découvrir votre passion
ce matin sur le plateau. Le temps imparti à la séquence est quand même court, j'imagine, pour vous, mais pour nous, ça a été quand même très instructif. Et j'espère qu'il l'a été, que ça a été ainsi pour le téléspectateur qui nous suit ce matin. Voilà, je vous souhaite un bon voyage de retour vers Blida. Merci. Monsieur Tahar Chachou, donc président d'honneur du club de Blida, le club de moto, et puis le secrétaire général du même club, Jamel Boujardi. Merci infiniment, messieurs. Merci pour votre accueil. À vos casques. À vos casques, je dirais pour finir. Restez avec nous. Donc, dernière séquence de cette émission sera consacrée aux futurs bacheliers et à la préparation au baccalauréat. À tout de suite. Les préparatifs du baccalauréat vont bon train dans la wilaya de Taref. Le staff de la direction de l'éducation a mis les bouchées doubles. Une cellule de suivi et de contrôle a été installée pour assurer le bon déroulement des épreuves. الدولة سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية. هناك يعني غرفة ما يسمى غرفة التوزيع أو الغرفة المحصنة فيها كاميرات يعني داخل الغرفة خارج الغرفة يعني هذه كاميرات مراقبة في جهاز كشف الحرائق فيه كذلك أجهزة للتشويش يعني نصب على في جميع طوابق مديرية التربية Ils seront mis en marche dès le premier jour des épreuves. Donc pas d'internet et pas de téléphone mobile. انقطع الهاتف النقال. Dernier virage également pour les bacheliers qui en profitent pour réviser en solo, en groupe ou en classe avec les enseignants. Les révisions se font de plusieurs manières. D'abord, l'accompagnement direct des élèves par les enseignants. Vous avez aussi la révision par groupe encadrée par les éducateurs dans des salles aménagées pour l'occasion en dehors des heures régulières de travail. Cette dernière méthode est adoptée pour pallier les difficultés rencontrées par les élèves. C'est également l'occasion pour les enseignants d'effectuer les dernières révisions et de résoudre les sujets des précédentes épreuves du bac. الدروس وحل نماذج بكالوريات السابقة. Les cours de soutien se passent très bien, on est encadré par les enseignants. J'en profite pour remercier l'équipe qui nous suit. Après le bac blanc, nous avons recommencé les révisions avec traitement des sujets des précédentes années. On s'entend entre nous pour aménager des créneaux de révision et je souhaite de tout cœur que nous allons l'avoir. Plusieurs départements ministériels travaillent d'arrache-pied avec le ministère de l'Éducation nationale pour le bon déroulement et la sécurisation des examens du baccalauréat, auxquels se présenteront cette année près de 710 000 candidats. Un protocole a été élaboré par la tutelle pour toutes les étapes de l'examen afin d'assurer la meilleure organisation possible de cet événement, selon la ministre de l'Éducation, Nouria Ben Ghabarit. Voilà qui est dit par rapport à cette préparation. Et bien sûr, quoi de mieux qu'un coach, quoi de mieux qu'un instructeur pour accompagner les élèves. Bien sûr, les parents jouent un rôle important. Mais bien sûr, on va donner la parole ce matin à Fatma Zohra Ben Ali, qui est coach professionnel et puis spécialisée dans la gestion optimale de la mémoire cette année. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Vous êtes aussi une passionnée de sport mécanique, pilote. Oui, je suis pilote international voiture. Voilà, excellent. Donc ça vous a fait plaisir qu'on parle un petit peu de sport mécanique. Ah oui, j'étais très contente de voir mes collègues moto. Ça motive, ça stimule. On va parler un petit peu du rôle du sport tout à l'heure dans la préparation. Merci aussi et bienvenue à vous, monsieur Smaïl Marzouk. Oui, bonjour. Oui, vous êtes retraité de l'éducation nationale. Tout à fait, oui. Vous avez aussi derrière vous toute une expérience dans la préparation des examens. Voilà, autant les examens de BEM que les examens de baccalauréat. Surtout le BEM. Surtout le BEM. Le BEM, parce que j'ai travaillé donc dans le cycle moyen, donc c'est le BEM on m'a chargé de l'élaboration des sujets du BEM. Oui, avant de parler de la gestion du stress avec le coach qui ici présent, Fatma Zohra Ben Ali, on va peut-être rassurer les parents par rapport aux modalités de préparation. Les sujets se préparent quand même dans la confidentialité et cette année les mesures ont été prises dans ce sens. Tout à fait, les mesures nécessaires ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale et les sujets habituellement sont toujours confectionnés par des inspecteurs en compagnie des enseignants. Oui. Donc c'est au niveau des OREC, des offices régionaux des examens et concours, soit à Béjaïa, Batna, Oumourbouagui, ainsi de suite. Donc c'est des séminaires qu'organisent ces offices régionaux pour ces équipes. Donc chaque équipe travaille sur une matière. Oui. Donc
il s'étale sur 2 séminaires de 5 jours chacun. Et le travail, il est vraiment fait de manière collégiale, oui. Avec l'aval de tous les membres du groupe. Donc, pour dire que la préparation se fait d'une manière minutieuse. D'accord. Aussi, il y a la tutelle qui donne des guides. Des guides. Très bien, des directives par rapport à l'évolution des programmes. Voilà. Ouais, très bien. Bien sûr, pour gérer les programmes. Et surtout, il y a ce qu'on appelle les niveaux de taxonomie de Bloom. C'est-à-dire pour permettre aux élèves d'obtenir quand même des notes et de répondre à beaucoup de questions. À beaucoup de questions. Une fois le sujet confectionné au deuxième séminaire, et on a donc à quelques jours avant le rendez-vous, donc on fait appel à une autre équipe qui sera chargée du tirage. D'abord le choix du sujet, parce que chaque équipe élabore 2 sujets. Donc il faut toujours prendre ses précautions. Donc 2 sujets. Donc une fois à l'ONEC, il y a toujours le plan B. Oui, voilà. Le plan B. Une fois à l'ONEC, à l'Office national, donc l'équipe d'abord se penche sur le choix d'un sujet et le tirage. Et cela se fait dans la discrétion totale, oui. Parce que pendant 37 jours, cette équipe, elle est complètement déconnectée du monde extérieur. Déconnectée du monde extérieur. Oui. Ni téléphone, ni fax, ni Internet. Donc ce qui fait, c'est-à-dire le travail, il se fait d'une manière discrète et sûre. Oui, excellent. Donc on a une idée un petit peu, Madame Ben Ali, du process un petit peu d'élaboration des sujets d'examen. Source aussi de stress pour les parents, parce qu'il y a eu un passif de fuite comme ça. Et puis aussi, il faut dire que les parents ont très peur, autant que leurs enfants. Donc le coach, est-ce qu'il intervient au niveau de la famille ou seulement au niveau de l'élève? Quelquefois, les parents ont plus peur que les enfants. Oui. Et c'est pour ça que la veille de l'examen, aujourd'hui, on est à la veille de l'examen. Oui, tout à fait. Alors, je m'adresse plus aux parents qu'aux élèves. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant est stressé. Moi-même, j'ai laissé ma fille à la maison. Et moi qui est coach, je l'ai laissée stressée. Elle me dit, maman, je dois pleurer. Je lui dis, pourquoi est-ce que tu dois pleurer? Ne pleure pas. Elle me dit, toutes mes copines pleurent. Je dis, parce que toi, tu es ta maman qui est coach. C'est pour ça que tu ne pleures pas. Alors, il y a un grand stress à la maison, dans toutes les maisons maintenant. Alors, si je m'adresse tout de suite, c'est plus aux parents qu'aux élèves. Je leur dis, demain, c'est la fête. C'est une fête que vous attendiez depuis 18 ans. C'est le baccalauréat pour vos enfants. Alors, ouvrez les fenêtres, mettez beaucoup de soleil à la maison. Les enfants ont peur. Et il faut comprendre une chose qui est très, très importante. Le mécanisme du stress, c'est un mécanisme normal. C'est un manque de magnésium, de fer, suite à des nuits de révision. Oui, oui. Alors, j'insiste vraiment aux parents d'aider leurs enfants, de leur donner du magnésium, des ampoules de magnésium, tout au long des 5 jours. Oui. Parce que les pauvres, ils ont un grand manque. Un déficit, parce qu'ils ont puisé dans cette... Ils ont tout puisé pendant les 2 derniers mois. Oui. Alors, il faut les aider, il faut leur donner beaucoup de dattes, pas de bonbons, pas de sucre. Chaque matin, des dattes, parce que les dattes, il y a du sucre, il y a du magnésium, il y a de fer. Il faut leur donner, les dattes, ils prennent du zbib. Oui. Des raisins secs. Voilà, il faut les prendre. Aussi, il faut très bien dormir la veille. Vous savez, les gens pensent que le fait de dormir, c'est une perte de temps. Non, c'est au contraire. Mais pas à la veille, parce qu'on a déjà emmagasiné un maximum. Non, même si ce n'était pas la veille, le mécanisme humain, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous révisez. Pour magasiner ce que vous révisez à la mémoire langue, il faut dormir une demi-heure. C'est en dormant que le cerveau magasine ce que vous avez à la mémoire courte, que vous avez fait maintenant, à la mémoire langue. Oui. Vous pouvez la retirer après 1 mois. Oui. Alors, la veille de l'examen, encore c'est pire. Il faut très très bien dormir pour que le lendemain, vous pouvez reprendre tout ce que vous avez révisé les derniers mois. Aussi, je leur dis de ne pas donner de viande aux enfants. Parce qu'on sait très bien que l'aliment le plus difficile à digérer, c'est la viande. Et nous, la veille des examens ou les jours des examens, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si c'est une mariée. Un petit steak par-ci, un petit steak par-là. Et c'est très difficile à digérer. Ça va prendre 40% de l'énergie de l'enfant. Nous, on a besoin du 100% au cerveau. Alors, si on lui donne de la viande, les 40% sont là, au ventre, et on va perdre une grande quantité d'énergie. Alors, je leur conseille tout au long des 5 jours, et j'insiste parce que généralement, c'est les 2 premiers jours qui sont vraiment
là, mais le bac c'est 5 jours. Tout à fait. Et c'est lent, et c'est très... Mais comment combattre cette première journée qui est la plus difficile en général? Qu'est-ce que vous... La première journée... Bon, là, on a parlé un petit peu de la gestion de la mémoire, vous qui êtes spécialiste justement en gestion optimale de la mémoire. Quelques petites techniques, bien sûr, des petits conseils, mais comment gérer cette première journée que tout le monde redoute? D'accord. Alors, quand on a un enfant qui paraît courageux, alors qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir le premier jour seul. Mais il ne l'est pas vraiment. Il l'est pas. Il ne faut jamais laisser son enfant le premier jour partir seul. En moins, le premier jour, il faut l'accompagner, il faut partir avec lui. Il ne faut pas parler du bac. C'est bon, c'est un bac blanc, c'est un examen. Accompagnez vos enfants. Le premier jour, il y a une très longue pause, de 11h30 à 14h30. C'est lent, 3 heures. Il faut être avec vos enfants ces 3 heures. Si vous êtes près de chez vous, donnez-lui une demi-heure de sieste. C'est très important. Tout ça, c'est très important. L'encourager à dormir un petit peu. Une demi-heure, oui, pour que de la matinée à l'après-midi, c'est très lent et c'est fatigant. Il faut pas lui parler de l'examen du matin ou celui d'hier. C'est bon, c'est passé. Ça y est, laisse évacuer. C'est comme ça qu'il faut leur parler. On n'en parle pas carrément. Très bien. Ni tu as bien travaillé, ni non. D'accord, alors l'après-midi, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu dois dormir un peu, prends tes dates, prends ton magnésium, c'est comme ça. Parce que c'est lent, les 5 jours c'est lent et on pense que c'est des petits détails. Mais c'est ce qui fait la différence. C'est très très important. Oui. En plus, il faut faire, moi je conseille de faire un petit dessin dans la chambre où on écrit la date du bac. La date du bac, devant elle, un truc rose. Quelque chose d'optimiste. Après, on écrit la date du résultat du bac. Oui. Et on écrit « j'ai réussi mon bac ». C'est pour stimuler. Il ne faut pas que ça soit une source de stress. C'est une source de joie, le bac. Excellent. Donc voilà, le coach vous l'a dit, le baccalauréat, c'est aussi une belle fête pour couronner tout un cursus. Merci coach, donc Fatma Zohra Ben Ali, pour ces petits conseils adressés aux écoliers et aux élèves qui sont en passe justement d'affronter l'examen du baccalauréat. J'utilise un mauvais verbe, je le sais, affronter déjà c'est un peu... Moi je pousse à l'appréhension. Merci également à monsieur donc Smaïd Marzouk d'avoir été avec nous, nous avoir permis d'avoir un petit peu des petits indices par rapport à la préparation du baccalauréat. Donc on arrive au terme de cette émission. Je vous donne tout de suite un dernier mot. Le temps pour moi de féliciter l'ensemble des élèves qui étaient justement hier très joyeux d'apprendre la nouvelle du succès au BEM. Voilà, on ne sera pas exhaustif. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis félicitations, mais également félicitations à Hannachi Mehdi, à Hannachi Yousra, à Hannachi Abdelrahman et puis à Oubah Monsef qui sont un petit peu les enfants des éléments de l'équipe ici présente aujourd'hui. Dans le même contexte que je voulais féliciter ma fille Aziz Mouda qui a eu son BM hier. Vous avez un mot? Oui, moi je félicite tous les élèves admis et j'encourage ceux qui n'ont pas eu cet examen. Ce n'est pas la fin du monde, il faut positiver justement. Il ne faut pas qu'ils se disent c'est la fin, donc ils peuvent se rattraper et ils ont tout leur temps devant. Absolument, merci mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis ce matin et qui nous restent fidèles. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente journée avec les programmes de Canal Algérie, pourquoi pas.